Lisez de toute urgence le livre de Philippe Millot et Martial Bild, Défaire le parti des médias. Le livre de combat pour une presse vraiment libre. Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Gilbert Payette. Bonjour monsieur. Bonjour. Gilbert Payette, vous êtes préfet honoraire et vous publiez cet ouvrage chez VA Éditions Marmaille de la République, les confessions d'un préfet. Gilbert Payette, votre carrière vous a mené au ministère de l'Intérieur, au Conseil d'État, au Conseil régional de la Réunion, dans le cabinet de l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, à la direction des stages de l'ENA et en préfecture ou sous-préfecture, à Metz, Marseille, Lyon, Bastia, Nevers, Épinal, Mâcon et Pau. Ma première question, pourquoi cette bougeotte ? Alors d'abord, c'est l'essence même du métier. J'ai quand même passé une quinzaine d'années en administration centrale avant d'aller en territorial. Et après, effectivement, cela relève de la bougeotte. Beaucoup de gens dénoncent d'ailleurs ce qu'on appelle l'instabilité ou cette ronde du corps préfectoral. On a dans ce pays essayé d'instituer depuis quelques années un objectif qui est de dire qu'un préfet devrait rester en place à peu près 3 ans. On n'a jamais réussi à atteindre cet objectif en moyenne. Malheureusement, il y a une gestion, je dirais, au jour le jour du corps. Il y a parfois des circonstances également, les caprices, il faut bien le dire, d'un ministre, d'un gouvernement, qui font que les préfets bougent beaucoup plus qu'on ne devrait. Et c'est toujours sur la décision de l'exécutif, c'est pas sur un préfet qui demanderait à être muté ailleurs. Alors c'est très rare. Oui. Par définition, quand on s'engage dans ce métier, on s'engage dans le service de l'État. Et il est rare qu'on soit amené à, pour des considérations personnelles, démissionner ou demander un changement, tout simplement parce qu'on est conscient des contraintes. Et donc, les préfets sont nommés par décision du président de la République, en Conseil des ministres, sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur. Et c'est ce trio, en fait, qui décide finalement de la vie des préfets chaque mercredi, je tiens à le dire, parce que... En Conseil des ministres. En Conseil des ministres, parce que tous les préfets savent que chaque mercredi... Ils peuvent sauter. Ils peuvent sauter. Et d'ailleurs, beaucoup, il est arrivé à plusieurs de mes collègues que j'ai connus d'apprendre par le communiqué du Conseil des ministres que finalement, ils ne sont plus préfets et parfois d'apprendre par leur secrétaire qu'ils ne le sont plus. Alors vous dites, Gilbert Payette, qu'une administration qui perd sa capacité à s'interroger sur ses turpitudes, perd sa légitimité. Alors quand on voit ce qui s'est passé il y a quelques semaines au Stade de France et le déni de l'actuel ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est-ce que l'administration française est toujours légitime pour vous ? Alors, je pense que l'administration est légitime, que derrière cette question de la légitimité, il y a autant celle d'ailleurs de tel ou tel responsable que de l'administration dans son ensemble. J'indique dans mon ouvrage, et vraiment j'ai été très sensible à ce dévouement de ces centaines de milliers ou millions de fonctionnaires, de petits fonctionnaires, qui s'engagent dans le service de l'État et qui s'engagent pleinement, contrairement à toutes les images parfois qu'on peut colporter. Maintenant, je crois aussi que l'administration doit savoir se remettre en cause, doit savoir, entre guillemets, s'indigner. Ce que n'a pas fait le ministre devant la commission parlementaire. On est totalement d'accord. C'est-à-dire que lorsqu'on a des images aussi criantes, aussi choquantes... Des images qui ont été détruites d'ailleurs. Oui, enfin... qui ont laissé été détruites. Légalement, comme on dit, voilà. Mais lorsqu'on a des images aussi choquantes de ces hordes en train d'assaillir, d'agresser des touristes, lorsqu'on a des images d'un tel désordre, la première des choses, c'est de toute façon de commencer par faire son mea culpa. On discute après, mais déjà on dit c'est insupportable. Voilà, c'est insupportable. Je vais vous citer d'ailleurs un exemple tout à fait d'actualité. Quand vous voyez aujourd'hui la galère dans laquelle se trouvent nos concitoyens pour obtenir un passeport. Et c'est vraiment un sujet d'actualité. Moi, je connais beaucoup de proches et de toute façon, il y a des centaines de milliers de personnes actuellement qui sont à la recherche d'un rendez-vous pour un passeport. Je n'ai jamais entendu un responsable politique prendre cette affaire à bras-le-corps et considérer on est face à un scandale dans un État moderne de se dire que nos concitoyens sont privés du service le plus élémentaire qui est de disposer d'une pièce leur permettant de circuler. Et effectivement, moi j'ai toujours défendu, y compris pour moi d'ailleurs, cette idée que, bon,
On peut toujours faire mieux. Et la meilleure manière de faire mieux, c'est de commencer par se poser des questions sur ce qu'on a fait et pour voir ce qu'on a pu faire comme erreur et comment faire mieux la prochaine fois. Alors, autre exemple de dérive, Gilbert Payette, c'est bien le problème des gilets jaunes, de la crise des gilets jaunes. Comment elle a été gérée? C'était en tout cas par le préfet de Paris, Didier Lallement. Qu'est-ce que vous avez pensé de son action au regard de ce qui s'est déroulé, à savoir des yeux arrachés, des mains explosées? Alors, d'abord, moi, j'ai un principe. On ne juge pas une opération de maintien de l'ordre qu'on n'a pas été amené à conduire soi-même, tellement les circonstances conduisant telle ou telle décision sont extrêmement importantes. Donc il faut éviter de porter des jugements à l'emporte-pièce du style « j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela ». Il se trouve que j'ai moi-même commencé à gérer les problématiques d'ordre public liées aux gilets jaunes quand j'étais à Pau, et que c'est un sujet très important dans la vie d'un préfet. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que quand j'ai commencé cette carrière, on avait quelques principes simples sur la répartition des rôles entre l'autorité civile et en particulier l'autorité préfectorale et les forces qui, sur le terrain, interviennent et sont chargées de mettre en œuvre les instructions de l'autorité préfectorale. Il y a eu une dérive et une confusion progressive. Une dérive et une confusion lorsque, bien avant, je précise, le gouvernement actuel, on a commencé à dire au préfet « votre place n'est pas dans votre bureau, votre place c'est d'être à la tête des troupes pour dégager une station-service ou pour une opération de maintien de l'ordre ». Moi je dis qu'on se trompe, tout simplement parce qu'il est bon de garder cette séparation entre une autorité qui donne des instructions, définit les moyens, suit l'opération et autorise l'usage de tel ou tel moyen. À une époque... Votre place, c'est au PC de crise. Exactement. À une époque, la moindre utilisation d'une grenade lacrymogène, on demandait l'autorisation de l'autorité investie du pouvoir de décision. Aujourd'hui, effectivement, je peux comprendre qu'il y ait des situations d'urgence, mais on a besoin pour moi de revenir tout simplement à cette définition claire des rôles et de ce point de vue-là, d'ailleurs, j'insiste beaucoup, curieusement, les militaires peuvent nous apprendre beaucoup parce que eux, ils sont très attachés à cette relation. Ils ne contestent pas votre autorité, mais ils disent bien, vous êtes là pour définir un objectif. On est là ensemble pour définir des moyens, mais ensuite la conduite de l'opération sur le terrain, ça relève de l'autorité militaire, à charge pour elle de rendre compte. À charge pour elle, effectivement, de rendre compte devant l'autorité préfectorale, je parle d'autorité militaire en passant aux gendarmes, aujourd'hui, et cette séparation-là me paraît avoir été un peu oubliée. Alors, vous expliquez dans votre ouvrage, Gilbert Payette, qu'au cours de votre carrière, vous avez été amené à prendre des décisions qui auraient pu vous amener, si les événements avaient dérapé devant un juge. C'est quoi la décision la plus lourde que vous ayez eu à prendre? Alors, curieusement, l'une des plus lourdes, c'était en Corse, et c'était lié à une opération presque toute bête d'explosifs. C'est-à-dire qu'à un moment, vous êtes amené à choisir. À Bastia, donc là, c'est quand vous êtes arrivé pour la première fois au poste de préfet en 2005. Voilà. Alors, après, il y a une autre opération, j'y reviendrai d'ailleurs très rapidement. Mais vous êtes amené à faire le choix suivant. Est-ce que, après une analyse de risque, vous préférez faire transiter par un port des centaines de tonnes d'explosifs avec, en cas d'accident, avec une probabilité très faible, des dégâts humains considérables, ou est-ce qu'il vaut mieux faire 10 ou 15 transports avec un risque qui n'est pas nul, mais avec des risques d'ordre public et de sécurité qui sont multipliés. Et vous dites, un préfet a rarement à choisir entre prendre un risque ou non, il doit choisir entre deux risques. Je vais vous prendre là encore un exemple tiré de l'actualité immédiate. Ce qui vient de se passer avec cet accident de Collor, qui s'est passé effectivement dans un port. Vous êtes à Lyon. Ce couloir rhodalien est celui dans lequel circulent toutes les matières les plus dangereuses qui soient, faisant le trafic entre le nord et le sud. Et il n'y a pas d'autre issue que de passer par le couloir rhodanien et de passer pratiquement au centre de Lyon. Et il arrive un moment, là encore, vous devez faire un choix. Est-ce que je préfère faire circuler des centaines de poids lourds quotidiennement
remplie d'un produit dangereux? Ou est-ce que je mets en place une canalisation qui n'est pas sans danger, avec un risque bien moindre, mais qui va déplacer le risque vers une nouvelle population? C'est là où je dis que le rôle du responsable est d'abord de choisir, et plus souvent de choisir entre deux risques, que de dire, contrairement à ce que beaucoup croient, de choisir entre le risque et pas de risque du tout. Vous constatez, Gilbert Payette, qu'en Angleterre et en Allemagne, les fonctionnaires de ces deux pays travaillent moins et qu'ils sont moins nombreux. Or, personne jusque-là n'a prouvé que ces deux pays étaient moins bien administrés que le nôtre. C'est quoi notre problème alors ? Alors moi, je dénonce beaucoup ce qu'on appelle d'ailleurs le présentéisme de l'administration française. Et Dieu sait si je l'ai pratiqué dans les cabinets ministériels ou en tant que préfet. Moi, j'ai souvent entendu parler d'absentéisme dans la fonction publique. Oui, mais ça dépend peut-être des niveaux. Voilà. Alors d'abord, notamment chez les cadres supérieurs et notamment dans des corps comme le corps préfectoral, c'est le problème inverse. C'est-à-dire que les gens... vous savez, moi, je suis très attaché à un principe qui dit que le travail est comme un gaz. Il remplira toujours tout l'espace que vous lui laissez. Vous lui donnez 24 heures, il va remplir 24 heures. Mais je dirais aussi que comme le gaz, plus l'espace et le volume est important, moins la densité est grande. Et c'est vrai que dans nos administrations, dans nos cabinets, il y a un usage qui veut qu'on se remet presque à travailler après 20 heures, qu'on reste jusqu'à 22 à 23 heures. Faire de la veille, quoi. Voilà. Alors qu'en Allemagne ou en Angleterre ou ailleurs, après 17h30 ou 18h, vous n'arrivez plus à joindre un responsable. Direction le pub. Ouais. Exactement. Et je dis, ils ne sont pas forcément bien administrés que nous. C'est peut-être aussi à cause de ce présentéisme que nous avons cet excès de textes. En fait, on a une administration qui en fait trop et qui en même temps fait mal. Alors justement, à propos d'administration qui en ferait trop, vous êtes passé par l'ENA en tant qu'élève, mais également en tant que directeur des stages, plus tard lors de votre carrière. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces deux expériences? Et par ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de la proposition du président Macron de supprimer l'École nationale d'administration? Alors déjà, ma scolarité, c'était une époque, ça a un peu évolué, où il faut bien dire, il n'y avait pas de scolarité plus stupide. C'est-à-dire qu'on passait son temps à faire des épreuves tous les 3 mois, qui étaient uniquement destinées à classer les gens. Une épreuve de mathématiques, une épreuve de statistiques, une épreuve d'économie, une épreuve de ceci ou de cela, et finalement sans aucun intérêt aucun. Le seul intérêt que j'ai trouvé, moi, à ma scolarité, c'est j'ai appris le chinois, que j'ai malheureusement pas suffisamment pratiqué après, et par ailleurs, les stages, que ce soit les stages en préfecture ou même mon stage ouvrier à la régie Renault, à Boulogne-Billancourt, sur les chaînes de Renault 4. Ça ne nous rajeunit pas. Puis ensuite, j'ai été directeur des stages. Il est de fait que la scolarité a évolué, qu'on a essayé d'inscrire la scolarité dans une formation un peu plus au long cours. Il reste qu'aujourd'hui, l'ENA, pour moi, souffre d'un problème qui est lié à l'essence même de ce qu'est notre administration et notre haute administration. Un élève de l'ENA, quelles que soient les épreuves, vous le formez à écrire et à toujours écrire. Et je caricature un peu, mais je dis souvent, à la sortie, vous le mettez dans un bureau, vous fermez la porte, il va se mettre à faire quoi? Il va écrire. Il va écrire des lois, il va écrire des décrets, des circulaires, il va essayer de faire des notes pour proposer des lois, des décrets, des circulaires. Et il va finalement concourir à cet excès de normes qu'on dénonce depuis maintenant plus de 30 ans et que personne n'a réussi réellement à endiguer. Comme disait quelqu'un, un très célèbre, Bréban, quand le droit bavarde, plus personne ne l'écoute ou ne l'entend. Et aujourd'hui, c'est l'un des problèmes congénitaux de l'ENA, mais pas seulement. Parce que ce problème est aggravé par le comportement des cabinets qui veulent à tout prix et des ministres qui veulent laisser, comme on dit, leur trace, donc leur nom avec un texte. Il est aggravé par cette armée d'assistants parlementaires dont le seul rôle est d'essayer, là encore, d'écrire des amendements pour que leurs députés ou leurs sénateurs laissent leur nom. Cette fois-ci sur le nom d'un amendement à défaut de pouvoir le faire sur une loi. Et je pense que ça, c'est vraiment un mal français. Alors, vous êtes également, Gilbert Payette, passé par le Conseil d'État, les 2 années les plus sereines de votre carrière. Et vous expliquez qu'un conseiller d'État a 13 dossiers gérés par trimestre. Or, vous, ces 13 dossiers, vous les gériez en 8 jours.
Donc, du travail intensif. De travail intensif, mais vous disiez d'un juriste qui a un niveau normal. Voilà. D'ailleurs, vous avez fait Sciences Po, vous avez fait une fac d'éco, vous avez fait une fac de droit, enfin vous êtes complet. Mais ils font quoi le reste du temps, nos conseillers d'État? Alors, deux choses. La première, je le dis aussi à l'époque, ce système, il faut bien le dire, permet, comme certaines années de droit, notamment les dernières années d'une fac de droit, de véritablement forger un esprit et de remettre souvent les choses en place en ce qui concerne les doctrines administratives, juridiques, etc. C'est-à-dire qu'on a parfois besoin de sérénité pour bien juger. Le deuxième élément, c'est que les choses ont évolué, là encore. C'est-à-dire, si vous prenez aujourd'hui les tribunaux administratifs comme le Conseil d'État, les critères ont évolué, les règles d'évaluation ont évolué. Il y a une chose, en revanche, qui n'a pas évolué et que, pour ma part, je pense qui constitue un des éléments, justement, de notre problème, c'est la place de nos grands corps. Et le fait que, finalement, depuis des siècles, parce que ces grands corps sont issus, finalement, d'une tradition remontant à la période monarchique qui s'est poursuivie ensuite avec Napoléon, etc., vous avez aujourd'hui, dans une promotion de l'ENA, allez, 1/5 des élèves qui vont aller rejoindre quelques corps sans jamais avoir fait de l'administration, comme on dit administrante, de l'administration active, et ils vont du jour au lendemain être propulsés dans un rôle qui est de contrôle, d'inspection, de jugement, alors que je considère qu'il faut d'abord avoir connu l'administration et ses difficultés et ses problèmes pour pouvoir exercer correctement de ces grands corps. Et donc, moi, je suis totalement favorable à une réforme des grands corps qui les amènerait eux aussi, comme on l'a fait pour l'administration centrale d'ailleurs, à dire aux gens, écoutez, vous devez de temps en temps aller faire un tour sur le terrain pour effectivement tout simplement redécouvrir la vraie vie, qui les amènerait à découvrir ces réalités administratives. En revanche, je ne suis pas favorable à ce qui est présenté comme la suppression de l'ENA et au remplacement par un corps, je dirais, qui fusionne finalement la totalité des corps, pour une raison simple. Je considère que lorsqu'on est préfet, on est de toute façon dans une dépendance vis-à-vis du pouvoir. On ne tire sa légitimité que du pouvoir qui vous a nommé. Oui. Mais néanmoins, on est un fonctionnaire nommé en Conseil des ministres, tirant ses prérogatives de la Constitution, qui dit quels sont les pouvoirs du préfet. Et si on veut donner au préfet les capacités, effectivement, de temps en temps, de montrer les limites qui sont celles des caprices du pouvoir, il faut aussi qu'il puisse bénéficier d'un minimum d'indépendance. Est-ce que dans cette réforme des grands corps que vous évoquiez à l'instant, vous iriez vers, par exemple, une réforme ou une suppression du statut des fonctionnaires ? Ça me paraît honnêtement, totalement contraire déjà à notre doctrine, à notre culture. Oui, mais c'est un système pas meilleur. Je n'en suis pas du tout certain. Ouais. C'est-à-dire qu'on voit, on voit bien les, entre guillemets, on a connu notamment aux États-Unis et parfois même chez nous, les mérites du tirage au sort, en disant que la meilleure illustration du principe d'égalité entre citoyens, c'est je tire au sort celui qui va exercer telle ou telle responsabilité. Aux États-Unis, on a plutôt privilégié avec le temps le système d'élection, y compris d'ailleurs pour des postes qui sont des postes que nous on qualifierait d'administratifs ou judiciaires. Moi, je crois quand même aux besoins de compétences, aux besoins de formation, de compétences pour exercer légitimement certaines responsabilités. Alors vous êtes justement, à propos de responsabilité, allé rejoindre l'équipe de l'ancien Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, qui a été Premier ministre, je crois, à partir de 2002 jusqu'en 2005, peut-être. Et là, vous dites que le cabinet du Premier ministre est le lieu de confrontation entre les pouvoirs politiques et technocratiques. Est-ce que le pouvoir technocratique, c'est ce qu'on pourrait appeler l'État profond ? Et qu'est-ce que vous donneriez comme définition à cette notion ? Alors, je ne sais pas si c'est l'État profond. Ce que j'ai pu constater, en tout cas dans le cabinet du Premier ministre, c'est déjà le poids de Bercy. C'est-à-dire, quelles que soient des finances, quelles que soient les politiques. D'abord, le cabinet est structuré comme cela, avec un directeur adjoint qui clairement était le représentant du ministère des Finances. On dit, ils disent ça c'est possible, ça c'est pas possible, ça on a les sous, ça on n'a pas les sous. Voilà, mais avec même la possibilité d'organiser des réunions qui sont des réunions de budgétaires pour définir des stratégies. Et je cite une anecdote terrible, je trouve quand même, c'est que
Je suis dans le cabinet d'un Premier ministre et je suis missionné, moi, simple petit conseiller technique, pour accompagner Jean-Pierre Raffarin à Metz et essayer de faire en sorte qu'il ne lâche pas des subventions pour le tramway aux élus locaux. Je me dis que ça illustre bien ce système dans lequel on a un pouvoir politique qui ne s'assume pas. Moi, je défendrai toujours le politique. Je dis souvent, Pasqua, il avait tous les défauts du monde, mais c'était un politique. J'ai connu des élus, des ministres, effectivement, qu'on pouvait critiquer à tout point de vue, mais c'était de vrais politiques. Ce qui m'insupporte aujourd'hui, ce sont des ministres, voire plus, issus de l'ENA, issus de Grand Corps, entourés d'énarques et de gens du Grand Corps, et qui finalement déblatèrent sur le pouvoir de l'énarchie et de la technocratie. Là, je me dis, il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas rond. Et quand vous étiez en poste, je reprends ma question, Gilbert Payette, cet état profond, comment vous l'avez envisagé, comment vous l'avez ressenti, son pouvoir? En poste territorial ? Oui. C'est difficile, c'est plus compliqué en poste territorial, parce que je crois d'abord que tout préfet qui veut remplir réellement ses missions est en mesure de le faire. Je crois réellement qu'au niveau local, personne, en fait, si le préfet a l'autorité et la personnalité... Vous avez les mains libres pour agir. On a les mains libres, évidemment, dans un cadre juridique, oui, bien sûr. évidemment dans le cadre d'une politique globale, mais c'est une chose assez extraordinaire de voir que ce qui, à Paris, exige finalement des débats sans fin et un arbitrage ministériel, se règle dans le bureau du préfet. Alors qu'à Paris, que la décision est prise, là, vous pouvez décider et agir librement, quoi. C'est-à-dire qu'au niveau local, c'est le préfet qui réunit les différents services, qui écoute les uns et les autres, et il est en mesure, sur la quasi-totalité des sujets, finalement, de trancher lui-même. Et contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas une immixtion au quotidien de Paris. C'est lorsque, justement, on a cette immixtion qu'à mon avis, le problème commence. C'est lorsque, et ça se voit de temps en temps, y compris d'ailleurs sur les questions d'ordre public, c'est lorsque vous avez aujourd'hui quelqu'un qui pense que parce qu'avec son smartphone, il est relié à 100 préfets et à 1000 élus, qu'il va pouvoir dans son bureau, gérer la crise des gilets jaunes, y compris à Pau. Et c'est là où je dis qu'on commence à avoir un vrai sujet. C'est parce qu'on ne respecte plus finalement les rôles qui sont ceux de chacun. La corruption est également un thème que vous abordez. Vous dites certains ont confondu un peu la caisse de l'État avec leur portefeuille. Est-ce que c'est un phénomène général? Est-ce que c'est un phénomène répandu dans l'administration préfectorale? Alors, les faits que je dénonce sont liés en fait à vraiment une histoire. Une période où, il faut bien le dire, les préfets étaient un peu sans contrôle. C'est les années 90 ? Oui, jusque dans les années... Alors, attendez que je vous dise. Oui, jusque dans les années 90. Où, effectivement, on avait un système de gestion des indemnités ou autres qui était extrêmement flou, pour ne pas dire autre chose, et où on manquait de contrôle. Et on a mis en place depuis, et je tiens à le souligner, parce que moi j'y suis très attaché encore aujourd'hui, un système qui est très simple. Quelles que soient vos dépenses, vous devez toujours en rendre compte. Quelles que soient vos dépenses, vous devez avoir au moins un collaborateur qui est là pour en faire le décompte, tenir la traçabilité, et les éléments de cette traçabilité sont mis à la disposition d'une inspection générale de l'administration pendant au moins 4 ans. Et ça a vraiment considérablement assaini les choses. Moi, je défends l'idée que nous sommes tous moyennement honnêtes, mais nous avons tous besoin d'un minimum de pression extérieure. Nous avons tous besoin de contrôle, de cadre, etc. Et il faut maintenir impérativement à tous les niveaux ce type d'organisation. Surtout si on a la main sur le robinet qui peut s'ouvrir. Exactement. Et alors j'aimerais qu'on termine, et là aucun lien avec la corruption, loin de moi cette idée, avec cette rencontre que vous avez faite dans votre carrière avec Jacques Chirac dans son bureau de l'Élysée. Il vous avait confié une mission, aller à la Réunion. Comment s'est passé cet entretien, cette rencontre avec l'ancien chef d'État ? Alors c'est une rencontre qui est très très étonnante parce que après 15 ans passés à Paris, pour la première fois, je vais en territorial comme secrétaire général, donc à Metz. Et moins de 6 mois après,
Après un premier entretien avec De Peretti, qui était ministre de l'Outre-mer, je me retrouve donc dans le bureau de Jacques Chirac avec Margie Sudre, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, je tiens à le dire, elle ne me connaissait pas davantage, et avec un Jacques Chirac qui m'explique qu'on avait besoin de renforcer l'équipe de Margie Sudre à La Réunion, qu'il fallait un sous-préfet réunionnais et qu'il n'y en avait qu'un, c'était moi. Pour l'anecdote d'ailleurs, cette nomination était aussi liée au fait qu'à l'époque, il songeait à créer une circonscription législative pour Margie Sudre, que j'avais été chef du bureau des élections, et que forcément, j'étais considéré comme l'homme de la situation. Et c'est ainsi que, alors que on a commencé par la valse des préfets, vous vous rappelez? Et bien là, j'étais sur place depuis moins de 6 mois. 8 jours après, j'étais dans un avion qui me conduisait à La Réunion. Je n'ai même pas pu organiser mon déménagement moi-même. C'est le personnel de la préfecture qui a fait la séparation. Et donc, 8 jours après, j'étais à La Réunion auprès de Margie Sudre dans un rôle effectivement de conseiller auprès d'elle. Mais personnellement, Chirac, l'homme. Je dirais seulement, je ne l'ai pas connu énormément, oui. Je l'ai rencontré évidemment quelques fois dans ma carrière, mais l'entretien le plus long que j'ai eu avec lui, c'était là. Je vais vous dire une chose curieuse, pour moi, il était la copie conforme de sa marionnette des Guignol. Voilà. Mais en même temps, un homme justement se préoccupant réellement des gens. Moi, il m'a sidéré par les conseils qu'il a donnés à Margie Sudre, c'est-à-dire s'occupant de la nomination d'un conseiller, puis s'occupant de la nomination de la personne qui allait faire son courrier, puis lui donnant des conseils sur les décorations, sur les visites du marché, sur ce qu'il fallait signer. Mais vraiment, c'était quelqu'un, voire un président de la République, consacrer 1 heure de son temps finalement à cela. Ça a été un exercice tout à fait curieux. Gilbert Payette, je répète le titre de votre ouvrage, Marmaille de la République, les confessions d'un préfet, c'est édité chez VA Éditions, un ouvrage que nos téléspectateurs pourront retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Et un titre qui quelque part trahit mes origines réunionnaises. La Marmaille. Voilà. Merci monsieur d'être venu sur TV Liberté. Merci de m'avoir accueilli.